Avez-vous déjà pensé à quitter l'éducation nationale tout en continuant d'accompagner des élèves dans leur scolarité ? C'est ce qu'a fait Meriem, que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 20 du podcast. Après avoir enseigné la physique-chimie pendant 10 ans, elle a choisi de devenir COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante. En France, ce sont les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation des jeunes, et on compte environ un psy-EN pour 1500 élèves. Face à ce constat alarmant et à une demande grandissante, Meriem a créé une formation clé en main pour transmettre ses connaissances et ses outils à celles et ceux qui, comme elle, souhaiteraient devenir COSI. Elle a également fondé l'association des COSI en juillet 2024 pour développer la visibilité de ce métier d'indépendant auprès des institutions, des médias et des familles. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la 11e session de sa formation débute en mai prochain. Au programme, 8 séances de 4 heures de classe virtuelle durant lesquelles vous bénéficierez d'un enseignement pratique et concret, d'une communauté en ligne, de supports, de ressources et de méthodologies, de conférences mensuelles et d'un suivi post-formation trimestriel. Pour faciliter votre organisation, Meriem a mis en place 3 groupes de 12 personnes maximum, 2 en semaine, 1 le dimanche. À vous de choisir celui qui s'intégrera le mieux à votre quotidien. Depuis 2021, Meriem a permis à près de 300 personnes de devenir COSI, et un tiers d'entre elles étaient des profs. Alors si vous aimez transmettre, informer et travailler au contact des jeunes, tout en exerçant un métier qui a du sens, en toute autonomie et à votre rythme, cette reconversion pourrait bien vous convenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet meriemdraman.com et prenez le temps de répondre à son quiz intitulé « L'activité de COSI est-elle faite pour vous ?» Cette formation, certifiée Calliope, offre des possibilités de financement via France Travail, le FIFPL et les OPCO. Et si vous n'entrez pas dans ces cases, vous pouvez toujours obtenir 5% de réduction sur votre inscription en donnant à Meriem le code partenaire du podcast AJP5. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet parfois tabou dans la reconversion, le job alimentaire. Je parle là de ce fameux boulot qu'on prend en attendant, qui est parfois bien loin de l'idée du métier passion qui nous fait rêver et qui fait rêver les autres, celui qu'on n'affiche pas trop sur LinkedIn, dont on ne veut parfois pas parler tout court, qui fait aussi parfois un peu mal à l'ego et qu'on se sent obligé de justifier à chaque fois qu'on l'évoque. Et pourtant, trouver un job alimentaire, ça peut être une aide précieuse dans certaines situations de reconversion, et c'est bien pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Commençons par le questionnement de base. Pourquoi est-ce que c'est tabou d'avoir un job alimentaire quand on est ou qu'on a été prof ? J'y ai réfléchi et j'ai une piste de réponse. Quand on vient de l'éducation nationale, on a souvent un statut, une sécurité, un niveau d'études plutôt élevé et une position socialement reconnue. Alors forcément, passer d'enseignante à vendeuse, serveuse, caissière, livreuse, téléconseillère, ça peut faire un choc. Pas parce que ces métiers sont choquants en soi, bien sûr, mais parce que notre société a tendance à valoriser certains métiers plus que d'autres et qu'à force d'entendre ça depuis petit, on finit tout simplement par y croire. Donc, en prenant un job alimentaire, on peut avoir l'impression de régresser, gâcher son diplôme, ne pas être à la hauteur, de quoi, de qui, telle est la question, et même de décevoir parfois, que ce soit soi-même ou les autres. Et le regard des autres, justement, il n'aide pas. Et j'ai personnellement l'impression que c'est d'ailleurs ce regard, celui des autres, qui est le plus difficile à affronter. Sauf qu'un regard, c'est une façon de voir les choses, et qu'après avoir entendu des milliers de parcours de reconversion sur les 5 ou 6 dernières années, je suis certaine d'une chose, avoir un job alimentaire, c'est pas un échec, mais c'est plus une sorte de solution à un problème, voire, quand on l'anticipe, une stratégie. Un job alimentaire, c'est un travail qu'on choisit principalement pour générer des revenus, on va pas se le cacher, pour sécuriser une période de transition, à temps partiel par exemple, financer un projet,
formation, création d'entreprise, reprise d'études, ou pour gagner du temps, quand on sait qu'on va mettre un peu de temps à trouver l'emploi pour lequel on vient de se former, par exemple, et qu'on peut pas trop se permettre de juste attendre. Donc c'est pas forcément le job de nos rêves, ni un job aligné avec le projet long terme qu'on vise, mais ça sert un objectif. Et dans une reconversion, l'objectif c'est d'avancer sans se mettre en danger. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc un job alimentaire, ça peut servir à ça. Parfois, on a tendance à idéaliser la reconversion. On imagine qu'on va quitter l'éducation nationale, se lancer dans un nouveau métier et tout va rouler très vite. Sauf qu'en réalité, s'il faut suivre une formation, ça coûte de l'argent. S'il faut créer son entreprise, ça met du temps à être rentable. S'il faut rechercher un emploi, ça peut durer parfois plusieurs mois. Et si jamais au départ on ne trouve qu'un temps partiel, ça peut ne pas suffire pour répondre à nos charges du quotidien. Et c'est là que le job alimentaire intervient, soit pour réduire une pression financière qu'on ressent, soit pour éviter de puiser dans toutes ces économies, soit pour ne pas accepter n'importe quoi par panique. C'est aussi quelque chose qui arrive. Donc oui, prendre un job alimentaire, c'est rarement un plan A, mais ça peut être un choix transitoire intéressant. Au fil de mes échanges avec différents auditeurs et auditrices du podcast, j'ai bien compris que la question de l'ego entrait aussi en jeu. On va pas se mentir, parfois ça pique un peu parce qu'on n'avait pas imaginé les choses comme ça dans un premier temps. Parfois on a été prof pendant 5, 10, 15, 20 ans ou plus, on avait une classe, des responsabilités, un statut, des habitudes aussi, et on peut se retrouver dans un job alimentaire où on débute, on apprend, on est moins autonome, on est moins reconnu, on peut s'ennuyer, et puis la plupart du temps, on n'a pas de perspective d'évolution puisque on n'a pas l'intention de rester. Et ça peut venir toucher quelque chose d'assez profond, qui est notre identité, puisqu'en tant qu'enseignant, on se définit souvent par notre métier, étant donné qu'on vit dans une société où l'une des premières questions qu'on pose à quelqu'un quand on le rencontre, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Question à laquelle on répond plus « Je suis prof » que « Je pratique la natation 3 fois par semaine, je suis maman de 5 enfants » ou encore « Je randonne souvent avec mes amis le week-end ». Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas que notre métier, nous sommes des personnes en mouvement. Et donc accepter un job alimentaire, c'est pas descendre d'un cran, c'est faire une sorte de pas de côté pour mieux avancer ou mieux rebondir selon comment on voit les choses. Et ce qui est sûr, c'est que c'est bien plus agréable de le percevoir ainsi que comme un échec, surtout quand on est confronté à cette situation. Évidemment, tout n'est pas rose, un job alimentaire ça peut devenir problématique si il vous épuise complètement, si il vous éloigne trop de votre projet, si il devient une zone de confort qui retarde indéfiniment la suite, et la clé c'est plutôt l'intention. Donc il est intéressant de se demander régulièrement, est-ce que ce job me sert, est-ce qu'il me permet d'avancer vers mon projet, est-ce que j'ai une vision de la suite, voilà, voir si ça correspond toujours à notre situation actuelle, à nos besoins et à nos envies. Si la réponse est oui, alors ce n'est pas une régression, c'est juste une étape. Et puis on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, parce que quand j'étais étudiante à la fac, j'avais un bon ami qui avait un temps partiel étudiant dans une médiathèque, et 10 ans plus tard, il a gravi les échelons, il y est toujours, il adore son travail, et tout le monde adore ce qu'il fait. Donc voilà, on peut partir de quelque chose de pratique, et puis arriver à quelque chose de passion. L'un n'empêche pas l'autre. En ce qui me concerne, j'ai pas honte d'en parler, j'ai pris un job alimentaire cette année, que j'évoquerai plus en détail juste après, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais bien contribuer à dédramatiser un peu le sujet. Pour moi, on peut être ambitieux, avoir un projet solide, construire quelque chose qui a du sens, et en même temps, avoir un job alimentaire. Les deux sont pas complètement incompatibles. Je pense qu'on a même parfois une vision assez linéaire de la réussite, type études, carrière stable, progression continue et succès, sauf que la reconversion, ça vient un peu casser cette si belle ligne droite en introduisant quelques détours, des pauses, des ajustements, des marches arrière, même parfois, on va pas se le cacher, mais ça ne veut en aucun cas dire qu'on échoue, ça veut juste dire qu'on construit autrement, et un job alimentaire, ça peut être un pont, un tremplin, un filet de sécurité, un laboratoire d'expérimentation, et comme je le disais, ça peut même être une belle surprise. Tout ça pour dire que si vous avez un job alimentaire en ce moment, ou que vous en cherchez un, vous n'avez pas à avoir honte, bien au contraire. Vous êtes probablement en train de prendre soin de votre sécurité, de votre santé, de votre vie de famille, ou d'investir dans votre avenir en planifiant la suite, ou tout simplement de répondre à un problème ponctuel, à un besoin d'argent, un besoin de stabilité, d'apprendre, de tester. Et très honnêtement, moi, je vois pas où est la honte là-dedans. Mais ce n'est que mon avis.
Comme promis tout à l'heure, je vais évoquer mon cas personnel pour illustrer un peu le propos et vous prouver qu'après 7 mois de job alimentaire, je ne suis toujours pas morte de honte. Pour rappel, j'ai quitté le N en 2021 pour devenir rédactrice web SEO à mon compte. Ça se passait bien et puis j'ai décidé au fil des années de développer mon podcast, une formation pour les apprentis podcasteurs, puis des accompagnements pour les enseignants en reconversion. Et donc j'avais un peu moins de temps pour la rédaction, alors que c'était l'activité qui me rémunérait le mieux. J'ai tendance à parfois choisir plus la passion que la raison, voilà. Entre 2024 et 2025, j'ai fait un pari un peu fou de mettre beaucoup de choses de côté, notamment les choses qui me rémunéraient, pour me concentrer sur la création de 3 accompagnements pour les enseignants que vous connaissez peut-être, le club des profs en reconversion, le programme en ligne 1, 2, 3 reconversion et les accompagnements individuels. Sauf que pendant que j'étais en train de les créer, j'étais pas en train de les vendre, puisqu'ils n'étaient pas prêts. Donc j'ai vécu plus d'1 an avec des revenus qui oscillaient vaguement autour des 500 € par mois, et au printemps 2025, j'avais pioché dans une bonne part de mes économies, celles que j'avais réalisées ma dernière année d'enseignement, je sais que j'en avais déjà parlé ici, et donc je commençais à être un peu stressée financièrement, ce qui moi m'arrive assez rarement. J'avais aucune idée en plus de si ce que j'avais créé allait me rémunérer et à quel point. Et j'étais aussi épuisée d'une année de travail intensif où j'avais pris 0 jour de vacances, des problèmes personnels qui sont venus s'ajouter à tout ça, et puis voilà, ceci explique cela. Donc j'ai passé tout le printemps dernier à me dire que pour sécuriser les choses, il me faudrait un job alimentaire que j'avais évalué à 8-10 heures par semaine pour la rentrée de septembre 2025, le temps de voir venir et de me reposer un peu. Par me reposer un peu, j'entends là redevenir prestataire de service ou éventuellement salarié, j'étais pas contre pour un job alimentaire en tout cas, mais ne plus avoir la casquette vraiment chef d'entreprise et toute la charge mentale qui va avec, comme quand je crée des projets ou que je dois démarcher des clients, etc. L'idée c'était de garder mon énergie pour le podcast et les accompagnements. J'avais aussi envie d'un cadre, parce que ça faisait 3 ans que je travaillais assez librement, notamment sans horaire. J'avais envie des horaires fixes, j'avais envie d'être payée pile poil pour les heures que je faisais sans que ça déborde. Et surtout, je voulais aucune émotion ni charge mentale dans ce métier-là. Donc idéalement, je préférais travailler chez moi. Après, très honnêtement, je regardais tout dans un rayon de 20-30 km, avec une grosse préférence dans mon cas pour tout ce qui est répétitif, parce que ça m'apaise énormément. Je sais qu'étudiante, pendant plusieurs mois, j'avais fait de la mise en rayon de nuit dans un supermarché. Pas de bruit, pas de lumière, pas d'humain, tunnel de concentration, des tâches extrêmement répétitives, classer les choses par date, voilà. Pour moi, c'était le rêve. C'est le genre de choses que j'adore faire. Donc pour un job alimentaire, ça aurait été vraiment parfait. Du coup, mon plan A, c'était le drive d'à côté de chez moi pour faire le sac de course des clients. C'est ce que j'avais trouvé de plus proche. Le problème, c'est que les temps partiels, ils étaient de 20 heures. Et 20 heures, ça me permettait pas d'exercer mes autres activités. Ou alors, c'était des contrats étudiants, ce que je ne suis pas, donc je ne cochais pas les bonnes cases pour pouvoir avoir les contrats. Dans l'été, j'ai une copine qui a été embauchée en tant qu'assistante virtuelle au sein d'une conciergerie en ligne et le recrutement était encore ouvert. Donc ça, c'est le pouvoir du bouche à oreille, j'en parle tout le temps, mais vraiment, je confirme. J'ai postulé, mon profil collait bien et donc c'est ainsi que je suis devenue assistante voyageur depuis 7 mois dans une conciergerie. Je m'occupe donc d'aider les voyageurs d'une 60aine de logements pour des plateformes comme Airbnb, Booking dans toutes les langues, lorsqu'ils ont des questions sur un logement, qu'une chaudière est en panne, qu'il manque une serviette, qu'un verre est cassé, dans les grandes lignes. Et il faut aussi coordonner des équipes de ménage entre le départ des voyageurs et l'arrivée des suivants, organiser des interventions pour refaire des travaux de peinture, réparer une paroi de douche, installer la fibre, et s'occuper de problématiques administratives comme des demandes de modification de réservation, de remboursement, de facturation, etc. Les avantages de ce job, c'est que je suis payée à l'heure et que j'ai des horaires fixes. Je ne travaille que les lundis et mardis et je n'ai pas de charge mentale liée à ce travail le reste de la semaine. Il n'y a pas toujours le même nombre de lundis-mardis dans un mois, mais dans les grandes lignes, je touche en moyenne 900 € net par mois travaillé, ce qui revient généralement, en ce moment en tout cas, à la moitié de mes revenus. Je travaille depuis chez moi, dans le silence, dans la tenue de mon choix, très important. Je le fais en tant que freelance, donc c'est pas un contrat de salarié. Donc je n'ai pas la sécurité de l'emploi, mais je peux poser des congés quand je veux. J'indique que je m'absente et voilà. Après, il y a quand même des inconvénients. Les horaires qui commencent à bien me fatiguer, puisque j'ai le créneau 15h30, 23h, 2 jours consécutifs,
et que moi je suis plutôt du genre à être couchée à 20h30 en fait. Donc voilà, ça c'est pas très compatible, plus le temps passe, plus ça me fatigue, ça décale tout mon rythme, j'arrive pas à m'y faire après 7 mois, et c'est surtout compliqué quand derrière j'enchaîne sur un gros mercredi, le premier mercredi du mois, et le deuxième aussi maintenant, j'ai le club des profs en reconversion avec des visios qui parfois émotionnellement peuvent être assez intenses selon les groupes, donc voilà, j'aime bien être en forme pour ça. En plus de ça, c'est des créneaux, on appelle ça des shifts dans mon travail, de 7h30 consécutives sans pause. Donc jusqu'à présent, c'était la basse saison, il y avait un peu de calme entre 20 et 21h et je mangeais vite fait à cet instant-là, puis je buvais, j'allais aux toilettes, etc. Mais la saison haute démarre le mois prochain, je vois que ça s'intensifie déjà, je sais que ça va continuer, donc ça risque d'être assez tendu, un peu à l'image de quand j'étais en période de formation au mois d'août. J'étais en doublon avec une personne qui exerçait, et vraiment, il y avait juste pas une seconde pour respirer, quoi. Ça sonnait dans tous les sens. Au-delà de ça, il y a aussi l'environnement humain, l'ambiance est pas hyper sereine. Je pense que je pourrais pas évoluer indéfiniment avec des personnes qui soufflent comme ça constamment, le chaud et le froid, c'est pas trop ma façon de fonctionner. Et puis, mais ça c'est le concept du poste, c'est qu'on passe notre temps à gérer des urgences et des problèmes. Et tous les voyageurs sont vraiment loin d'avoir les bases de la politesse, donc oui, le client est roi, et vraiment je respecte ça, mais parfois le client il aurait surtout bien besoin d'une leçon de savoir-vivre. Hein. Donc voilà, c'est pas un métier qui est agréable, après c'est pas un métier qui est complexe non plus. Et pour finir, le gros problème de ce job pour moi, c'est que j'avais besoin à la base de 8 à 10 heures de travail. Celui-ci, il devait en faire 12 lorsque j'ai été formée l'été dernier, et finalement il en fait 15. Et du coup, j'ai plus le temps de développer mon entreprise, de répondre à la demande que j'attendais tant, notamment pour les accompagnements individuels qui prennent bien et pour lesquels j'ai pas de créneau à donner en fait avec toutes mes activités, j'ai juste pas le temps. Idem pour répondre aux messages, il y en a qui restent en attente très longtemps, mais juste, je suis débordée en fait. L'idéal, ce serait que je puisse passer de 2 à 1 shift par semaine, mais c'est pas autorisé. Donc dans la théorie, bien sûr, parce que vous me connaissez, je vais poser la question quand même, on verra bien. Mais si c'est pas possible, je vais devoir décider entre garder ce job pour l'argent et accepter de mettre mon entreprise et mes accompagnements de côté, mais c'est hyper frustrant, surtout j'ai l'impression que c'est pas forcément le moment de prendre cette décision-là. Ou bien quitter le job, me mettre un coup de pression et faire grandir mes accompagnements plus rapidement, mais c'est un peu stressant. Donc voilà, je me questionne depuis quelques semaines déjà, je déciderai rien avant avril, je pense, mais vous l'aurez compris, c'est un job alimentaire qui a des avantages et des inconvénients, comme tous les jobs alimentaires ou pas, j'ai envie de dire, et même si c'est pas mon métier de rêve, ça m'a permis de stabiliser ma situation, d'avoir d'autres projets, d'augmenter aussi ma qualité de vie, et à titre personnel, je le vois vraiment comme une phase transitoire qui me dépanne bien, mais je serais curieuse de savoir si certains ou certaines d'entre vous voient ça comme un échec, maintenant que vous connaissez toute l'histoire, et si oui, pourquoi ? Et je suis sincèrement ouverte à la conversation sur le sujet, donc vraiment n'hésitez pas. Pour la suite de cet épisode, vous allez entendre des témoignages d'auditeurs et auditrices du podcast qui vivent ou ont vécu cette étape, des parcours différents, des raisons différentes, mais un point commun, ils ont choisi de faire de ce job alimentaire une ressource et non une honte, raison pour laquelle ils acceptent d'en parler. J'espère que ça vous fera du bien et surtout que ça vous aidera à regarder votre propre situation avec plus de douceur et de lucidité si jamais vous êtes dans ce cas-là. Je suis Vanessa Domas, je suis professeure des écoles et cela fait 15 ans que je travaille dans l'éducation nationale et c'est ma deuxième année de disponibilité et c'est la deuxième année que j'ai mon job alimentaire qui est d'être assistante pédagogique dans un collège. J'ai pris ce job alimentaire dans le but d'une reconversion professionnelle. L'année dernière, j'ai repris des études, un Master 2 en culture et communication, éducation artistique et culturelle, à distance avec l'INSAC du CNAM. Et ce job alimentaire a permis d'avoir un aménagement de mon emploi du temps la semaine, tout en ayant un petit salaire qui entrait dans notre foyer. Donc je gagne à peu près 1 000 € par mois. Je travaille lundi, mardi et jeudi. Je travaille de 8h45 à 18h les 3 jours et je viens en renfort les soirs de remise de bulletins, de réunions, d'accueil des parents, lors des examens. Et puis les mercredis ou les vendredis quand il y a des sorties et besoin de personnes supplémentaires pour encadrer les élèves. Cet aménagement de mon temps et ce choix-là a été pour 2 raisons. Déjà pour mon Master 2, avoir mon vendredi pour travailler pleinement, mais aussi l'aménagement de mon temps de travail, puisque j'ai pu faire la rentrée de mon fils qui l'année dernière entrait en petite section de maternelle.
Je l'accompagne tous les matins à l'école, donc il n'y a pas de centre, c'était quelque chose qui était important pour moi. Je suis le mercredi avec lui et puis j'ai mon vendredi. Donc aujourd'hui, mon vendredi est consacré à ma reconversion professionnelle et à la recherche d'un emploi. L'année dernière, il était consacré à mon master 2. J'ai trouvé ce job alimentaire en fait en croisant par hasard, en faisant des courses, la principale du collège que je connaissais parce que au début de ma carrière, je travaillais avec elle, les 2 dernières années où j'ai travaillé au collège. Donc en se croisant, on a pris de nos nouvelles et je lui ai dit là que je reprenais un master 2 et que je recherchais des petits jobs, que j'avais des pistes. Et puis elle était en recherche d'assistante pédagogique, donc elle m'a recrutée et moi j'ai pu trouver cet emploi stable qui me permettait d'avoir aussi mes vacances scolaires. Donc c'est un job en tant que contractuel, donc l'été je suis payée. Donc l'été dernier j'ai pu, tout en étant payée, écrire mon mémoire. Donc voilà, elle a trouvé une assistante pédagogique et puis moi j'ai trouvé mon job. Les avantages, c'était que j'avais tout cet aménagement-là possible. Et puis aussi que je suis dans ma zone de confort puisque je suis sur des projets de soutien linguistique et à la lecture d'élèves en grande difficulté scolaire. Je suis sur les dispositifs de devoirs faits, etc. Donc voilà, c'est pleinement mes compétences et j'avais pas besoin d'apprendre autre chose ou voilà, à part de me réadapter à des élèves adolescents avec des besoins du collège. Le reste, pédagogiquement parlant, c'est des choses acquises. Donc voilà, ça c'était très intéressant. La difficulté aujourd'hui, c'est que, je pensais pas faire une deuxième année dans ce job-là alimentaire. Je pensais, quand je l'ai pris et quand je me suis lancée dans mon master 2, retrouver rapidement un travail, etc. Eh bien, non, parce que tout est encore en construction et que je postule et que je travaille mon CV, ma lettre de motivation, mes entretiens, ma présentation et voilà. Donc, c'est encore en processus, mais j'ai la chance, même si j'aimerais trouver un job à temps plein et pouvoir réussir cette reconversion professionnelle, j'ai de la chance d'avoir ce job-là qui est là, qui me donne mon salaire à la fin du mois et voilà, je connais mes collègues, les profs, les assistants pédagogiques, les AED, les CPE, enfin voilà, je suis bien dans ce collège-là et je peux prendre le temps de construire mon projet professionnel. Donc c'est un vrai tremplin et je suis vraiment très reconnaissante de la confiance des chefs d'établissement et surtout de leur soutien à mon projet. Voilà, j'ai rencontré des collègues vraiment incroyables. On forme une vraie équipe, toutes les quatre, les assistantes pédagogiques. Puis des profs, des surveillants, les CPE. Enfin voilà, vraiment, j'ai rencontré des personnes formidables. Et c'est une très belle expérience que j'espère pouvoir finir pour aller au bout de cette reconversion professionnelle. Mais voilà, j'ai beaucoup de chance. Et ça peut être une bonne idée pour des professeurs qui veulent lever le pied et qui savent pas trop où chercher. Eh bien, de chercher des postes d'assistante pédagogique comme ça contractuels, ça peut être une bonne idée. Coucou Florence, merci beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment symbolique pour moi d'être ici aujourd'hui parce que j'écoute ton podcast depuis des années. Bon, je me présente, je m'appelle Miguel, je suis espagnol, originaire des îles Canaries et je vis actuellement en Belgique. J'étais inscrite dans l'enseignement primaire en Espagne pendant 14 ans, de 2011 jusqu'en septembre 2025. Et là, j'enseigne un peu tout, de l'éducation physique, anglais, sciences. Dans le système espagnol, on est souvent très polyvalent, on va dire. J'étais fonctionnaire, donc avec un poste stable, un bon salaire, une sécurité professionnelle très confortable jusqu'à la retraite, si vous voulez. Mais après 14 ans, j'ai senti que c'était suffisant. Même si je viens d'Espagne, je me rends compte que les problématiques de l'éducation sont assez universelles. Je les ai vues là-bas et je les observe aussi ici dans ton podcast et maintenant en Belgique. Et au-delà du système, il y a aussi quelque chose de plus personnel. Je suis quelqu'un de très curieux. J'ai besoin de nouveautés, des mouvements, des défis, quoi. Rester dans la même structure pendant des années, pour moi, c'était devenu, on dirait, étouffant. En septembre 2025, j'ai demandé ce qu'on appelle une excedencia, c'est-à-dire une pause volontaire sans salaire, pour venir m'installer en Belgique avec mon compagnon.
Et aussi, très honnêtement, parce que j'avais envie d'arrêter d'être prof. Pas seulement de changer d'école, je voulais sortir du système et voir ce que je pourrais faire ailleurs. Mon projet de reconversion est encore en construction. Je suis une personne, multipotentielle peut-être. J'ai beaucoup de centres d'intérêt. La danse, le sport, le lettering, la méditation, l'organisation, le développement personnel, les langues, voilà. Tout ça me rend un peu indécis et je me frustre quand je me dis souvent, mais choisis quelque chose et vas-y. Mais bon, finalement, je suis en train de créer un projet de coaching en ligne pour des enseignants qui ne se sentent plus bien dans leur métier. Ceux qui se posent des questions, qui se sentent bloqués, qui veulent soit se reconvertir, soit évoluer à l'intérieur du système, mais ne savent pas comment vraiment. Je veux les aider à réfléchir, à clarifier leurs possibilités, parfois inconnues, et surtout à passer à l'action. Mais quand je suis arrivé en Belgique, bon, la réalité économique m'a rattrapé, évidemment. Comme j'ai demandé cette pause volontaire, je n'ai droit à aucune allocation chômage. Et pendant 4 mois, j'ai vécu grâce à mes économies. Et au début, je pensais que j'allais trouver rapidement quelque chose. Et bien, spoiler, pas du tout. Je cherchais absolument tout, sans critère vraiment. Serveur, plongeur, bagagiste, surveillant dans une école européenne. J'ai envoyé plus de 50 candidatures et après 4 mois, assez désespérant, j'ai finalement décroché un poste de professeur d'anglais pour enfants avec une fonction de coordination dans une franchise éducative. Je l'ai trouvé via LinkedIn comme toutes les autres candidatures, mais celle-ci a simplement fonctionné. Actuellement, je travaille à mi-temps, 8 heures de cours directs avec des enfants et entre 12 et 14 heures de coordination et préparation. Je travaille dans des établissements. L'un est à 10 minutes en voiture de chez moi, sauf que je n'ai pas de voiture. Donc cela me prend environ 1 heure en transport et à pied. L'autre école est à 1 heure et demie de chez moi, mais heureusement, je n'y vais qu'une fois par semaine. On va pas parler des transports en commun en Belgique, mais voilà, je vais le résumer avec un seul mot, qui est horrible, dans tous les sens possibles. Bon, après, mon emploi du temps est particulier. Mardi très chargé, mercredi après-midi, jeudi quelques heures et samedi matin. Ce n'est pas un rythme classique, mais il me laisse du temps pour développer mon projet. Je gagne environ 13-14 euros bruts de l'heure. Ce n'est pas beaucoup. En Espagne, j'ai gagné environ 2 000 € par mois. Ici, je gagne à peu près la moitié, mais je travaille aussi beaucoup moins d'heures, ça c'est clair. Franchement, au début, j'ai vécu ce job alimentaire comme un échec. Je sortais d'un poste stable et bien payé, entre guillemets. J'ai lancé un podcast sur la reconversion des enseignants. J'ai parlé de changement, de courage, de sortie du système. Et moi, j'ai retourné dans une salle de classe. Mais même si ce n'est pas le même contexte, c'est-à-dire c'est une activité volontaire, on a 8 élèves maximum par classe, c'est pas le même pays, ni le même statut, symboliquement, ça m'a remué quand même. Mais avec le recul, je vois les choses différemment. D'abord, ce job me donne une tranquillité mentale énorme. Je peux payer mon loyer, faire mes courses, sans toucher à mes économies. Et ça, psychologiquement, c'est assez important. Ensuite, tout est fait à l'école, la préparation est payée, les formations et les heures supplémentaires sont payées, je ne ramène presque rien à la maison. Et ça, quand on vient de l'enseignement public où on travaille souvent gratuitement le soir, ça fait bizarre, mais dans le bon sens. En plus, l'équipe de profs est hyper chouette, alors le côté humain aide aussi. Après, la méthode de l'école est très stricte. Certains pourraient voir ça comme un inconvénient. Moi, je suis très créatif, donc oui, ça pourrait me frustrer. Mais dans ma situation actuelle, c'est presque un avantage. Je garde ma créativité, mon énergie pour mon projet personnel. Au travail, je suis la méthode, je ne remets rien en question, j'exécute et c'est très clair. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Les vacances sont imposées, non payées. Je ne choisis pas mes dates, les trajets me prennent du temps. Et oui, financièrement, ce n'est pas top. Mais je sais que c'est temporaire, c'est un pont. En parallèle, je donne aussi 3 heures de Zumba par semaine dans une salle de sport. Ça me rapporte environ 75 € hebdomadaires. On ne peut pas vivre avec ça, mais j'adore. Et l'énergie que ça me donne est incroyable. J'ai fait mon cardio de la semaine, donc voilà, un win-win. Et puis pour la suite, on est dans une période d'incertitude avec mon compagnon.
On est en Belgique pour des raisons personnelles, mais on aimerait bien retourner en Espagne éventuellement. On ne sait pas, dans 3 ans, 5 ans, on ne sait pas. Pour le moment, je construis mon présent à court terme, je développe mon projet de coaching, je continue à apprendre, je teste, j'expérimente. Qui sait si la Zumba explosera, qui sait si mon activité de coaching va décoller, peut-être que je deviendrai coordinateur général de l'école, on ne sait jamais, tout est possible. Ce que je sais avec ce job alimentaire, c'est que c'est une étape, un espace de respiration pendant que je construis la suite. Donc voilà ma situation et mon cas personnel. Merci Florence pour ton invitation et merci pour toute l'inspiration que tu apportes à travers ton podcast et ton travail. Sincèrement, si je suis ici aujourd'hui avec mon podcast Ex-Professeur, c'est en grande partie grâce à toi. Donc voilà, bisous. Bonjour Florence, merci pour ton accueil sur le podcast et merci à toi d'offrir des sujets toujours hyper intéressants et utiles. Je m'appelle Océane, je suis professeure des écoles à temps partiel de droit pour maladie. Dans un premier temps, j'ai découvert le confort de pouvoir enfin prendre soin de ma santé avec le temps partiel que j'ai choisi, mais j'ai eu le revers de la médaille, à savoir le salaire. Nous ne sommes jamais prêts à une baisse aussi importante de salaire quand on a toujours été à temps plein. Ce temps partiel me permet de me concentrer sur moi et de chercher une voie de reconversion qui est encore pour le moment un peu flou. Bien que cela soit une belle idée, de prendre soin de soi, de chercher une voie de reconversion, le salaire est venu griser mes mois. J'ai donc choisi de reprendre 3 petits jobs en plus de l'école. Les critères étaient assez simples, que cela me permette de boucler la fin de mes mois sans avoir à passer de qualifications supplémentaires. Je ne voulais surtout pas refaire des formations pour pouvoir faire des jobs, surtout pour des jobs d'appoint de fin de mois. Donc, en plus de mon métier de professeur des écoles, j'ai repris les activités suivantes, donc conseillère et formatrice en santé et bien-être. Je fais aussi de l'aide aux devoirs et je suis formatrice BAFA sur les vacances scolaires. Quand j'étais étudiante, j'avais déjà ces petits jobs à mon actif. Je les avais arrêtés lorsque j'ai commencé réellement à temps plein. Donc, pour la recherche de ce travail, j'ai tout simplement recontacté mes anciens employeurs. En tant que conseillère, formatrice bien-être et santé, je consacre le temps que je veux selon mes objectifs. Je travaille d'où je veux, à distance, par téléphone, sur les réseaux sociaux, en rencontrant des gens, etc. Environ 5 heures de travail par semaine me rapportent entre 150 € et 300 €. En somme, plus je travaille, plus je gagne. Cela reste quand même assez aléatoire en termes de revenus. Cela dépend des mois, cela dépend de ce que je vais fournir et aussi du temps, de la météo, des maladies, etc. Mon activité d'aide aux devoirs est plus là pour aider les élèves que je suis déjà depuis de nombreuses années. Donc cela reste aussi assez aléatoire, allant de 1 cours par semaine à 1 à 2 par mois, voire 1 par mois. Donc le revenu est aussi très aléatoire, donc de 25 € à 100 € par mois. Pour ma troisième activité, à savoir la formation BAFA, chaque vacances, je consacre entre 6 et 8 jours de formation pour pouvoir avoir une rentrée d'argent qui est du coup assez stable. Les horaires de ces formations sont assez variables puisque nous sommes dans de l'animation. Donc nous sommes sur des grandes amplitudes horaires. Nous sommes payés au forfait journalier, à peu près 65 € bruts par jour, puisque je suis en direction de stage, pour un formateur, en tout cas avec l'organisme pour lequel je travaille. Cela m'assure une entrée d'argent entre 200 et 400 € toutes les vacances scolaires. Comme avantage, dans ce métier de formateur BAFA, nous avons les repas qui sont pris en charge, le logement aussi, et les frais de route si nous en avons. Cela reste un job qui est assez prenant, qui n'est que 6 ou 8 jours par vacances. C'est très fatigant, très prenant, mais cela reste assez plaisant pour ma part et je continue ma mission de transmettre des choses aux jeunes et aux futurs animateurs de nos centres de loisirs, colos ou même accueil périscolaire. Si je devais citer quelques avantages à ces jobs, c'est qu'ils s'adaptent totalement à moi. Je peux les arrêter et les continuer comme je veux et quand je veux. Comme inconvénient majeur, je dirais que cela reste de devoir s'engager en plus de mon métier actuel, donc d'avoir repris un job alors que j'en avais déjà un. Enfin, repris 3 jobs même. Je n'ai pas honte à l'idée de devoir cumuler les travails pour vivre, mais je garde une certaine amertume envers le système de santé, puisque de base, j'avais un temps partiel de droit pour pouvoir prendre soin de moi en travaillant moins, mais les soins étant trop onéreux, sans argent, c'est pas possible. Cela reste un certain échec dans un sens, puisque je sacrifie ma santé en travaillant plus pour pouvoir la soigner. Pour la suite, je me la souhaite plus sereine et épanouie. J'aimerais trouver une voie qui me permette de concilier travail et santé, même si le chemin est encore extrêmement long. Sincèrement, j'espère qu'en septembre 2026, je pourrai voir le bout du tunnel et être enfin épanouie, avec un salaire décent, une reconnaissance
et un métier qui puisse concilier vie, santé et travail. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjétaiprof, et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantjétaiprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt! Avez-vous déjà pensé à quitter l'éducation nationale tout en continuant d'accompagner des élèves dans leur scolarité? C'est ce qu'a fait Meriem, que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 20 du podcast. Après avoir enseigné la physique-chimie pendant 10 ans, elle a choisi de devenir COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante. En France, ce sont les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation des jeunes, et on compte environ un psy-EN pour 1500 élèves. Face à ce constat alarmant et à une demande grandissante, Meriem a créé une formation clé en main pour transmettre ses connaissances et ses outils à celles et ceux qui, comme elle, souhaiteraient devenir COSI. Elle a également fondé l'association des COSI en juillet 2024 pour développer la visibilité de ce métier d'indépendant auprès des institutions, des médias et des familles. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la 11e session de sa formation débute en mai prochain. Au programme, 8 séances de 4 heures de classe virtuelle durant lesquelles vous bénéficierez d'un enseignement pratique et concret, d'une communauté en ligne, de supports, de ressources et de méthodologies, de conférences mensuelles et d'un suivi post-formation trimestriel. Pour faciliter votre organisation, Meriem a mis en place 3 groupes de 12 personnes maximum, 2 en semaine, 1 le dimanche. À vous de choisir celui qui s'intégrera le mieux à votre quotidien. Depuis 2021, Meriem a permis à près de 300 personnes de devenir COSI, et un tiers d'entre elles étaient des profs. Alors si vous aimez transmettre, informer et travailler au contact des jeunes, tout en exerçant un métier qui a du sens, en toute autonomie et à votre rythme, cette reconversion pourrait bien vous convenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet meriemdraman.com et prenez le temps de répondre à son quiz intitulé « L'activité de COSI est-elle faite pour vous ?» Cette formation, certifiée Calliope, offre des possibilités de financement via France Travail, le FIFPL et les OPCO. Et si vous n'entrez pas dans ces cases, vous pouvez toujours obtenir 5% de réduction sur votre inscription en donnant à Meriem le code partenaire du podcast AJP5. À bientôt!